Bonjour, aujourd'hui on va commencer cette série de vidéos sur l'histoire de la programmation par ce qu'on pourrait appeler la préhistoire de la programmation. Un programme informatique, c'est un ensemble d'opérations destinées à être exécutées par un ordinateur. Et dans ce contexte, un ordinateur ce n'est pas que ça peut aussi être ça, ou ça, et puis il y en a aussi ici, là-dedans, ou même là-dedans. Un programme, c'est donc une recette, contenant généralement essentiellement des opérations logiques, mathématiques, destinées à être réalisées automatiquement par une machine, et écrites dans un langage que peut comprendre la machine en question. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelques inventions qui ont de très loin précédé l'apparition des programmes informatiques modernes. Qui dit langage de programmation, dit écriture et mathématiques. Et pour commencer, l'écriture et les maths, justement, sont apparus là, là-bas, et aussi là. Et dans un premier temps, servaient surtout à tenir des livres de comptes. Et pourquoi pas remonter à l'invention du feu tant que t'y es? Ok. On cite parfois, comme tout premier ancêtre de l'ordinateur moderne, la machine d'Anticythère, construite vers moins 200 ou moins 300, en Grèce ou en Égypte. C'est précis. On l'a retrouvée dans un bateau échoué qui faisait le trajet de l'un à l'autre. En tout cas, la machine d'Anticythère était un système de rouage qui permettait, en manipulant une manivelle, de savoir quand se produiraient les éclipses lunaires et solaires. Les éclipses solaires, la précision, c'était pas ça. C'était du genre, là, il va peut-être y en avoir une, quelque part sur Terre. Mais ça marchait bien pour les éclipses lunaires, qui ont le bon goût d'être visibles en même temps partout sur Terre. Et cette machine est donc le plus ancien calculateur analogique connu. Faut expliquer aussi, ce qu'on appelle un calculateur analogique, c'est une machine qui utilise des propriétés physiques continues pour étudier quelque chose ou résoudre un problème. C'est un peu l'idée de base de la simulation et de la modélisation. Merci Johnson. Et c'est assez fou de se dire que de telles machines existaient déjà dans l'Antiquité. Et dans le genre, on pourrait aussi citer les chariots chinois, qui indiquaient toujours le sud, ou même les clepsydres. Mais si toutes ces machines permettaient de modéliser des phénomènes physiques, aucune d'entre elles n'était capable de réaliser à la suite les instructions d'un programme. Ces machines ne mémorisaient pas les résultats précédemment exécutés. Et de toute façon, il n'existait pas de langage leur permettant d'effectuer une suite d'actions particulières, car la recette qu'elles suivaient était inscrite dans leur conception, immuable. Pour leur faire réaliser une recette différente, il aurait fallu construire une autre machine. Les premières machines programmables, il faut les chercher du côté des automates. Et si ceux de Léonard da Vinci ou Al-Jazari sont sans doute les plus célèbres, la méthode la plus astucieuse, et peut-être la plus ancienne, nous est connue par les théâtres mobiles d'Héron d'Alexandrie. Ces théâtres mobiles étaient de petits chariots à 3 roues qui roulaient tout seuls vers l'auditoire, puis s'arrêtaient, alors que des marionnettes s'animaient dans la partie supérieure de l'automate. Ensuite, le théâtre mobile repartait, le tout sans intervention humaine. Et pour arriver à ce résultat, Héron utilisait une méthode astucieuse, dont il n'est sans doute pas l'inventeur, mais qui nous est parvenu par lui. Déjà, pour faire bouger quelque chose, il faut une source d'énergie. Et pour ça, Héron utilisait des grains s'écoulant progressivement par une ouverture, ce qui faisait descendre une pierre à laquelle était attachée une ficelle. Or, celle-ci était enroulée autour de l'axe des roues. Donc, au fur et à mesure que la pierre descendait et que la corde se déroulait, l'axe et donc les roues se mettaient à tourner. Et ainsi, le chariot se déplaçait. Ok, mais ça fait juste avancer le chariot tout droit ton truc. Comment il faisait demi-tour? C'est là que ça devient vraiment astucieux. Héron d'Alexandrie disposait un certain nombre de petits picots sur son axe qui lui permettaient d'enrouler alternativement sa corde dans un sens, puis dans l'autre. Du coup, en se déroulant, la corde faisait tourner alternativement les roues vers l'avant, puis vers l'arrière. Comme ce petit personnage en Lego qui monte, puis descend. Alors que pourtant, je tire toujours la corde dans le même sens. Et pour que sa machine puisse changer de direction, Héron utilisait deux demi-axes différents pour les roues arrière droite et arrière gauche, ce qui permettait, en enroulant la corde autour des deux axes dans deux sens différents, qu'une roue tourne vers l'avant, tandis que l'autre tourne vers l'arrière, et donc de faire effectuer un virage à la machine. Alors, est-ce qu'on peut parler de langage de programmation ici ? Eh bien, pour moi oui, dans la mesure où, pour changer le trajet qu'effectuait la machine, il n'y avait pas besoin d'en construire une nouvelle, il suffisait d'enrouler la corde différemment. Ce langage de programmation est bien sûr assez limité, même si les automates d'Héron étaient plus complexes que ce que je vous ai présenté, mais la machine effectuait bien, sans intervention humaine, une suite d'actions prédéterminées, une recette écrite en enroulant la ficelle d'une manière particulière. Dans les siècles qui suivirent, des machines de plus en plus complexes furent construites. On vit aussi moultes automates et des horloges, beaucoup d'horloges, vraiment beaucoup, et même des montres.
Et avec le développement de l'horlogerie, une mécanique de précision se développa. Ce fut aussi durant cette période que fut créé l'accessoire indispensable de tout bon film d'horreur. La boîte à musique, dont le programme, en l'occurrence la partition à jouer, est inscrite sur un cylindre parfois interchangeable qu'il faut faire tourner pour jouer de la musique. Néanmoins, il n'y a pas vraiment de notion d'opération logique ou mathématique dans tout ça. Pour ça, il fallut attendre Blaise Pascal, qui a d'ailleurs donné son nom à un langage de programmation dont on reparlera peut-être dans la suite de cette série de vidéos et qui fabriqua en 1642 la première machine à calculer fonctionnelle, une machine au top de la modernité, permettant de faire des additions, des soustractions et... c'est tout. Et certains modèles avaient un système permettant quand même de garder un chiffre en mémoire pour ensuite l'additionner manuellement plusieurs fois. Pascal en construisit 20, de plus en plus perfectionnés, puis, suite à un traumatisme crânien lors d'un accident de calèche, il abandonna définitivement sa machine pour se consacrer à Dieu. Tu sais que cette histoire d'accident de calèche est vraisemblablement complètement fausse. Ça a été rapporté par quelqu'un n'ayant même pas assisté à la scène, puis popularisé par Voltaire, qui ne pouvait pas saquer Pascal. Ne brise pas mes rêves, Johnson. En tout cas, quand un horloger copia sa machine, Pascal congédia tous ses ouvriers, de peur de se faire voler son idée, et obtint un privilège royal lui accordant l'exclusivité de la construction d'une telle machine. Il offrit par là une brillante démonstration de l'efficacité du système des brevets comme mécanisme de promotion des savoirs et des innovations, puisque personne d'autre ne produisit ou n'améliora sa machine jusqu'à ce que, 50 ans plus tard, Leibniz propose son cylindre cannelé. Non! Voilà. Ce que cherchait à faire Leibniz, c'était d'obtenir une machine à calculer pouvant effectuer automatiquement des multiplications. Or, une multiplication, c'est juste une addition répétée plusieurs fois. Il devait donc être possible d'en effectuer avec une calculatrice déjà capable de faire des additions, à condition de pouvoir garder le chiffre que l'on s'apprêtait à additionner plusieurs fois en mémoire. Garder ce chiffre en mémoire, c'est là qu'intervient le cylindre de Leibniz. En couplant ce cylindre à une roue dentée, ici en rouge, fixée sur un axe parallèle et pouvant coulisser d'une extrémité à l'autre, on peut changer le nombre de fois où la roue va bouger durant une rotation complète du cylindre. C'est la position de la roue dentée le long de son axe qui détermine le chiffre sauvegardé. Tant que la roue dentée ne coulisse pas, le chiffre reste donc en mémoire, et peut être réutilisé en faisant faire au cylindre de Leibniz autant de tours que nécessaire. Mais éloignons-nous des maths pour nous intéresser à une autre machine programmable, le métier à tisser. On parle souvent des métiers à tisser jacquard. Non! Voilà. Comme des premiers métiers à tisser programmables, grâce à de magnifiques cartes perforées. En fait, l'histoire des métiers à tisser, qui remonte à l'Antiquité, passe par la Chine, le monde arabe, l'Italie, et est faite de multiples petites innovations successives. Mais je vais pas vous retracer tout ça, car ce serait trop long. Oh, de la concision, je suis fier de toi. Mais avant de vous parler de Jacquard, je vais quand même vous parler de Jacques de Vaucanson. Bon, je me disais bien aussi. Avec Vaucanson, l'histoire des métiers à tisser rejoint celle des automates, puisque ce grenoblois a d'abord inventé 2 automates musicaux jouant de la flûte et du tambour, qui ont malheureusement été détruits, mais qui, d'après les témoignages, jouaient aussi bien qu'un joueur humain. Le programme de ces automates était inscrit sur un cylindre, mais contrairement aux boîtes à musique, c'était ici les mouvements de l'automate qui étaient ainsi programmés. Et l'automate jouait de la flûte en bougeant réellement de ses doigts et en expirant de l'air dans l'instrument grâce à des soufflets mécaniques. Et c'est sur le même principe que fonctionnait le chef-d'œuvre de Vaucanson, un magnifique canard mécanique au mouvement extrêmement réaliste qui faisait caca. Bon, qui mangeait puis qui faisait caca, ce qui en fait officiellement l'ancêtre de Sarah. Mais si, Sarah, vous connaissez! Voici Sarah, ma poupée gourmande. J'ai faim. À table, au menu, des pommes. Ça a l'air bon. On ouvre grand la bouche. Il faut changer ma couche. Vite, des fesses propres. Alors bon, Robert Houdin, créateur d'automates et père de la prestidigitation, l'honneur de qui Houdini a choisi son nom de scène, à qui on a demandé de réparer ce canard à l'occasion de l'exposition universelle de 1844, a examiné la machine et conclu qu'il y avait arnaque, et que le canard déféquait du caca préparé à l'avance, et non ce qu'on lui donnait à manger, dégradé par une réaction chimique, comme le prétendait Vaucanson, ce qui l'a beaucoup déçu. Après, vu que le canard de Vaucanson a plusieurs fois été perdu, on n'est pas tout à fait certain que Houdin n'a pas démonté une réplique, et malheureusement on ne le saura sans doute jamais, car a priori le canard défécateur a été détruit comme les 2 précédents automates de Vaucanson. Repose en paix, petit ange parti trop tôt. En tout cas, ces premiers automates vont faire remarquer Vaucanson par le roi de Prusse, Frédéric II, puis par le cardinal de Fleury,
qui lui confia le poste d'inspecteur général des manufactures de soie, où Vaucanson utilisa ses compétences acquises dans la confection d'automates musicaux pour perfectionner les métiers à tisser. Ce qui rapproche les métiers à tisser de Vaucanson de la programmation, ce sont donc ces fameuses cartes perforées, sur lesquelles sont inscrits des motifs à tisser que réalise la machine. Un véritable programme. En fait, ces cartes ne sont pas vraiment une invention de Vaucanson, et sûrement pas de Jacquard, mais de Basile Bouchon et Jean-Baptiste Falcon. Non! Basile Bouchon et Jean-Baptiste Falcon, qui, une vingtaine d'années plus tôt, avaient conçu de premiers métiers à tisser capables de reproduire automatiquement des motifs encodés sur des rubans ou des cartes perforées qui guidaient les aiguilles de la machine. Mais bon, contrairement à Vaucanson ou Jacquard, Bouchon et Falcon... Tu sais qu'il était lyonnais, y a quand même aucune chance que ça se prononce comme ça. Si tu veux. Bouchon et Falcon ne sont pas vraiment rentrés dans l'histoire. Et du coup, j'ai pas grand chose à vous raconter sur leur vie. Sauvé! Ce que Vaucanson va proposer, c'est d'automatiser la lecture de ces cartes perforées, qu'avant lui, il était nécessaire que quelqu'un pousse progressivement dans la machine. Quant à Jacquard, il perfectionna le système de Vaucanson et surtout organisa sa diffusion à grande échelle. On raconte que Jacquard, en proposant ces machines qui nécessitaient bien moins de main-d'œuvre, cherchait à lutter contre le travail des enfants, qui à l'époque étaient employés massivement dans l'industrie textile. Ce qui heureusement a changé depuis. Ok, seulement dans certaines parties du monde. Mais en fait, même en Europe, à l'époque, l'introduction de ces machines ne fut pas vraiment efficace pour lutter contre le travail des enfants, puisque ceux-ci furent souvent contraints, pour gagner de quoi survivre, d'effectuer d'autres travaux dans des conditions encore plus pénibles. Dans des mines, par exemple. Je tiens à préciser que, n'ayant trouvé qu'une seule source à ce propos, je ne suis pas complètement certain que la lutte contre le travail des enfants était réellement une préoccupation de Jacquard. Mais je trouve en tout cas que ça introduit des problématiques intéressantes, qui se posent en fait encore actuellement. Surtout que l'introduction des métiers à tisser donna aussi lieu à d'autres événements majeurs, comme la révolution industrielle d'un côté, et de l'autre des mouvements s'opposant à ces innovations techniques qui menaçaient les emplois et faisaient baisser les salaires, comme la révolte des canuts à Lyon ou le ludisme en Angleterre. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc je m'arrête là en vous disant qu'avec les machines à calculer d'un côté et les instructions écrites sur des cartes perforées de l'autre, tout était alors prêt pour que la programmation prenne une forme plus contemporaine. Mais on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnement, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification à chaque fois que je sortirai l'une de mes vidéos. Si vous voulez me faire très plaisir, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Peace et à bientôt! Allez, tchuss!